André Montaut, vous êtes directeur général de TESAM, accélérateur d'innovation. Alors TESAM, c'est aussi l'organisateur des rencontres européennes de la mécatronique, les EMM, qu'on définit comme le Davos de la mécatronique. Mais au juste, la mécatronique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une définition? Alors ça, c'est une question redoutable. Puisqu'on peut l'aborder de différentes façons. Alors, je vais vous lire ce qu'est la définition de la mécatronique telle que la donne Le Petit Larousse en 2005 pour la 100e édition. Alors, ce que disait Le Petit Larousse, c'était « La mécatronique est une technique industrielle consistant à utiliser simultanément et en symbiose la mécanique, l'électronique, l'automatisme et l'informatique pour la conception et la fabrication de produits nouveaux. » Et si on rajoute ce que dit la norme, qui a été créée par la suite, la norme rajoute « en vue d'augmenter ou d'optimiser les fonctionnalités de ces nouveaux produits ». Donc c'est un mariage interdiscipline en somme. On va dire ça. Donc c'est une symbiose mise en commun de compétences et de fonctionnalités venant de différentes techniques. Alors cette mécatronique, est-ce qu'on sait où c'est né et quand? Alors, on va partir très loin, 12 000 km au Japon, dans les début des années 70. Ça, c'est la vraie naissance de la mécatronique. Alors après, vous entendez beaucoup de monde parler d'être les créateurs, les fondateurs de la mécatronique, mais sa naissance est réellement au Japon, dans une partie très particulière qui concerne l'industrie. Donc la mécatronique, à l'origine, c'est, on va dire, de l'automatisme avec de l'informatique et un peu de mécanique, mais on est vraiment sur une logique purement industrielle. Et il faut attendre 2005 pour que ça rentre au Larousse quand même. Alors ça, c'est assez impressionnant, pratiquement 35 ans, 35 ans pour que cela arrive dans le Petit Larousse. Je pense que là, ce qui a été l'accélérateur, en dehors du fait qu'il y a eu TESAM, c'est l'automobile. C'est la fin des années 90, le début 2000, où la mécatronique est devenue, je ne vais pas dire un nom commun, mais un nom qui est réellement rentré dans le domaine du public avec l'automobile et les problèmes que l'on a connus dans un certain nombre de véhicules que nous avons tous possédés. Alors justement, on parle d'automobile, la mécatronique, elle est où exactement? Partout autour de nous ou Je veux dire, la mécatronique, on ne la voit pas, mais par contre, on l'utilise tous. L'image que je donne la plus simple, on l'a tous au poignet, je pense, enfin, sauf si nous avons une montre peut-être suisse, mais la montre en général est un fabuleux outil mécatronique. On a bien cette partie de mécanique qui va assurer le mouvement. On a l'électronique avec tout le système à quartz. Et on a de l'informatique qui gère tout l'ensemble, alors avec des montres après plus ou moins complexes, du GPS, de l'altimètre, enfin tout ce que l'on veut, mais la montre est un produit mécatronique à la base. Et alors, on a tendance comme ça à se dire mécatronique, microtechnique, c'est un petit peu la même chose. Vrai, pas vrai? Oui, alors je ne vais pas être un ayatollah de la mécatronique. Je crois qu'à partir du moment où on a cette mise en symbiose de différentes technologies, on a d'une forme ou d'une autre de la mécatronique. Alors, suivant les régions, on va l'appeler de la microtechnique. À d'autres endroits, la mécatronique, par exemple en Allemagne, est quelque chose qui est très ciblé sur l'industrie, comme ça l'était au Japon. On descend un peu en France, on va dans le sud-ouest. Des fois, les systèmes embarqués, ça ressemble fichtrement à de la mécatronique. Donc, je pense que le nom, il faut dépasser cette approche-là et se dire que c'est vraiment cette symbiose multitechnologie. Oui, alors, la mécatronique est multiforme en plus. En plus, oui. À nous, grand public, elle nous a apporté quoi cette mécatronique à part le fait d'avoir des montres qui sont à l'heure? Alors, on va reprendre un deuxième exemple, de devenir des conducteurs grandement qualifiés. Bon, je ne parle pas de vous qui êtes un conducteur de très haut niveau. Mais pour moi qui suis un conducteur moyen, la mécatronique, c'est l'ESP, c'est l'ASB, donc les correcteurs de trajectoire, les aides d'assistance au freinage, qui sont des systèmes purement mécatroniques, où on a à la fois le capteur, l'actionneur,
l'intelligence apportée par le système qui va, au lieu de bloquer les roues, par exemple dans un cas d'un ASB, qui va permettre de freiner progressivement. Donc, dans l'automobile, c'est une réduction, par exemple, des accidents, une augmentation de la sécurité qui est apportée par le système. Et personne ne s'en rend compte quasiment. Enfin, et personne ne s'en rend compte. C'est peut-être cela qui est le propre de la mécatronique, c'est d'être une technologie qui se fait oublier. Une technologie invisible. On va jusqu'où actuellement ? On va jusqu'où aujourd'hui ? Alors, ça dépend des secteurs. Bon, je regarde aujourd'hui, si on regarde dans le secteur industriel, quelque chose qui me semble assez fabuleux, qui sort du Japon, qui commence à sortir du Japon, c'est les DTF, les Desktop Factories, qui est un peu de se dire, il y a eu une révolution dans l'informatique qui a fait que l'ordinateur qui rentrait dans une pièce, on va dire à l'origine de l'informatique, s'est retrouvé sur les bureaux de tout un chacun. Les Japonais sont en train aujourd'hui de travailler de la même façon sur de la machine-outil pour en faire des mini-machines-outils qui sont posées sur une table et où on arrive dans une pièce de quelques mètres carrés à faire une usine complète. Donc ça, c'est un exemple un peu en rêve de ce que pourrait être la mécatronique dans l'industrie. Ça, c'est un exemple. Ce que l'on commence à voir aussi, alors peut-être encore plus dans le domaine du jouet, mais qui va aller vers le grand public, c'est tout ce qui tourne autour de la robotique de service. Alors on le connaît pour l'aspirateur intelligent ou la tondeuse intelligente qui se débrouille toute seule. Je pense que c'est un secteur sur lequel on va avoir de plus en plus cette intrusion de la mécatronique ou de la robotique de service dans l'habitat en assistance à la personne. Ça, c'est peut-être un des points sur lesquels on peut aller. Et puis après, les secteurs sont multiples. Les très grandes éoliennes, par exemple, dans le domaine du offshore, la mécatronique va leur apporter la maintenance préventive, etc., etc. Est-ce que ça veut dire qu'on parle de petits et on parle de très gros aussi ? Voilà, c'est aussi l'adaptabilité de cette technologie. Elle va être je ne dis pas dans l'infiniment petit, mais dans le petit et dans le très grand. Et c'est un peu cela qui en fait aussi sa force, cette capacité à jongler entre les deux domaines. Alors finalement, en plus, on voit, la mécatronique, c'est pas une discipline en soi. Vous disiez tout à l'heure, il y a des applications dans la robotique de service, dans l'automobile, dans la mécanique. Enfin, finalement, c'est la mécatronique appliquée à des plus gros segments, finalement, c'est ça ? Oui, c'est cela. Une autre définition, moi, que j'aime bien donner de la mécatronique, c'est, ou du moins, on est un bon mécatronicien si on est un bon physicien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maîtrise un peu de différentes technologies et on essaye de les assembler au mieux ensemble pour apporter des nouvelles fonctionnalités à des produits qui indépendamment pourraient fonctionner, mais qui, avec la mécatronique, apportent soit de la valeur ajoutée, soit des nouveaux services. C'est presque de la chimie, finalement, quoi. On va dire ça, oui. Quelque chose comme ça. Appliqué à de la mécanique. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau. Les axes de développement de cette mécatronique, c'est quoi exactement ? Alors, on parlait de micro-machines, enfin de machines de bureau, comme on fait des ordinateurs de bureau. Oui. C'est quoi ? C'est toujours plus petit ? Moi, je pense que c'est encore plus de secteurs. Ça, c'est vraiment de plus en plus de secteurs nouveaux. Alors, vous parliez de chimie. J'aime bien ce parallèle avec la chimie parce que je crois que la mécatronique va s'accaparer de deux secteurs. Alors, un que l'on commence à appeler la biomécatronique, alors, qui peut se lire de deux façons, qui est un mimétisme, on va dire, de la vie avec des outils mécatroniques. Donc on commence à le voir par exemple avec certaines, appelons ça des araignées robotiques, qui sont développées en Allemagne par certains Fraunhofer. Et qui servent à quoi ? Des robots qui vont pouvoir se faufiler à des endroits absolument impossibles. Sans faire peur. Sans faire peur, exactement. Donc voilà, ça c'est un exemple, on va dire, de biomimétisme, mais on l'a aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire l'utilisation de matériaux intelligents. Alors ça c'est le vocabulaire on va dire grand public, mais des matériaux qui sont capables, par exemple, de réagir eux-mêmes à une sollicitation électrique et de permettre de concevoir un mouvement qui ressemble à ce que va faire un muscle. Des matériaux qui vont se rétracter avec un mouvement électrique.
Et ça, c'est des nouveaux types d'actionneurs qui aujourd'hui sont complètement différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc cette conception de produits qui vont utiliser ces nouveaux matériaux va être un axe fort de développement de la mécatronique, et je pense dans un horizon de 10 ans, pas plus. C'est plutôt pas loin, quoi, effectivement. Nous, les Français, on est bons dans ce domaine-là ou on est plutôt spectateurs? J'allais dire qu'on est très bons. Ouais, j'allais dire qu'on est très bons. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la mécatronique vue par les Français, si on la compare à la mécatronique vue par les Allemands et par les Japonais. Allemands et Japonais sont restés à peu près sur la même philosophie, c'est-à-dire de la mécatronique secteur industriel. Les Français ont eu ce côté un peu explosif, d'être capables de l'amener vers d'autres secteurs et d'aller très très vite vers différents secteurs d'activité en agrégeant de nouvelles technologies. Et en ce sens, aujourd'hui, si on regarde les benchmarks de type européen ou mondiaux, la France est considérée comme étant vraiment un des pays en tête par rapport à la mécatronique. C'est beau quand même. Genre, on fait exploser la mécatronique et on est en tête. Dans 10 ans, on l'a dit déjà, des avancées qui sont particulièrement importantes. La mécatronique dans 20 ans, c'est quoi? C'est l'homme bionique? Encore une question difficile et même excessivement difficile. Je crois qu'il faut toujours se méfier de ces projections à 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'on a toujours faux. Mais essayons quand même de rêver. Dans 20 ans, c'est quoi? Du moins des secteurs dans lesquels on pourrait voir des fortes évolutions de la mécatronique. D'abord dans l'habitat. Moi, je pense que dans l'habitat, la mécatronique, alors qu'on a longtemps appelée la domotique, oui, est un des secteurs sur lequel il va y avoir d'énormes révolutions. Le câblage aujourd'hui haut débit dans l'ensemble des maisons, c'est quelque chose qui n'est pas encore standard, mais qui le sera demain, et qui va véhiculer énormément d'informations, que ce soit des capteurs, que ce soit des fonctionnements d'actionneurs. Je pense que tout cela va être conduit autour notamment de la gestion de l'énergie de l'habitat. Donc là, pour moi, c'est un des secteurs dans lequel la mécatronique va faire de gros progrès et va permettre encore de réduire les consommations de l'habitat. Donc ça, c'est un secteur. Deuxième secteur en termes de révolution, pour moi, c'est le médical. En termes de prothèses. C'est mon homme bionique. Voilà, c'est l'homme bionique. Alors peut-être pas jusqu'à l'homme bionique, mais la prothèse intelligente est pour moi quelque chose qui devrait apparaître, on va dire, entre une période de 10 à 20 ans. Pas réellement avant, parce qu'il y a énormément de standards à développer, et puis dès qu'on intègre des produits dans le corps, c'est délicat. C'est toujours délicat. Donc on est vraiment dans cette logique de 10 à 20 ans comme deuxième secteur. Donc là, c'est dans le corps. Et puis après, il y a l'autre partie de la mécatronique, si on essaye de rêver, c'est les exosquelettes qui commencent à apparaître, alors notamment pour le militaire, pour pouvoir parcourir de plus grandes distances avec de très lourdes charges. Alors l'idée, il faut expliquer ce qu'est un exosquelette pour les... Alors l'exosquelette, c'est le pendant de notre squelette que l'on a à l'intérieur, mais c'est un squelette que l'on a à l'extérieur, c'est-à-dire que ce squelette supporte notre corps et en même temps supporte des charges extérieures, alors permettant par exemple de pouvoir porter sans effort 200 ou 300 kg, ou de courir à 50 ou 60 km/h sans ressembler à Usain Bolt. Le tout, c'est de ne pas tomber, quoi. Le tout, c'est de ne pas tomber. Alors, là aussi, c'est assez intéressant dans les travaux qu'il y a aujourd'hui sur ces exosquelettes. C'est aussi un apprentissage du système pour améliorer l'équilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'homme qui va gérer son équilibre, mais l'exosquelette va apporter un complément, justement pour éviter que l'on ne tombe si on court à 60 km/h. Il peut faire un petit peu mal. N'empêche que vous voyez, on y va à l'homme bionique. C'est quelque chose d'approchant. Voilà, exactement. C'est quoi les grands défis de la mécatronique, justement, pour arriver à tout cela? Est-ce qu'il y a des verrous à faire sauter? Alors, des verrous, il n'y a que ça. C'est justement un des gros challenges de la mécatronique, alors que tout le monde essaye de lever progressivement. Le premier grand verrou est un verrou pour les bureaux d'études. Ce verrou, c'est le verrou d'une CAO réellement mécatronique. Aujourd'hui, tout le monde essaye de faire converger des systèmes qui sont plutôt des CAO mécaniques, des CAO électroniques, des CAO
d'électricité de puissance. Donc on essaye de faire converger le tout, et lorsque les systèmes se rapprochent, ça cause pas très très bien. Et ça, je suis très poli lorsque je dis cela. Donc là, il y a un vrai gros verrou. Et c'est le premier verrou à faire sauter. Ensuite, le deuxième grand challenge, c'est les challenges des nouveaux capteurs actionneurs. En particulier, un des grands challenges que l'on voit aujourd'hui, c'est les capteurs autonomes communicants. C'est des capteurs qui ne sont reliés à rien du tout, qui vont prendre leur énergie dans le milieu ambiant et qui vont envoyer l'information traitée vers un actionneur qui se trouve quelque part dans le système mécatronique. Donc ça, c'est un deuxième grand domaine de challenge qui est important dans la mécatronique. Et puis après, me semble-t-il, les autres challenges sont des challenges d'intégration, de capacité d'intégration des produits pour en faire des produits beaucoup plus compacts. Et là aussi, ce sont des domaines où, enfin, on retombe un peu sur les aspects de conception, mais où il y a encore de grosses difficultés à arriver à concevoir le produit avec les différents éléments qui n'interfèrent pas entre eux. Donc on voit, on a encore beaucoup de progrès à faire. Malgré tout, la mécatronique, c'est l'innovation au pouvoir, quoi, finalement. On va dire ça, on va dire que la mécatronique aujourd'hui est dans l'adolescence, jeune adolescence. Donc elle est pléthorique, elle est exubérante. On n'est pas encore dans la période sage de fin d'adolescence ou de début d'âge adulte. Ça veut dire qu'on se retrouve à Manufacturing 2020 ou 2030 pour voir si elle a gagné un petit peu en maturité? Je pense effectivement que ça sera le cas. Prenons rendez-vous. Merci beaucoup, André Monteau. Merci à vous.